Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de Questions publiques. Cette émission qui vous permet de suivre les éminentes personnalités qui viennent décortiquer avec nous l'actualité sur des questions de l'heure. Et nous disons toujours que de ces débats contradictoires pourront naître de mesures gouvernementales intelligentes, naître ce substrat qui va permettre à la nation d'avancer. Merci à l'équipe technique toujours de mèche avec nous, Arnold Massamba au four et au moulin dans la production et la matérialisation de cette émission sous une réalisation signée Emma Ipungu. Merci à vous encore que nous suivez le Parlement de YouTube Peter Tiani RDC.tv. Kinshasa, Brazzaville les environs, vous nous suivez sur Conweb Télévision, nous passons dimanche 22h et mardi à 8h30. Nous recevons encore une fois de plus cette éminente personnalité, une éminence grise de l'opposition, qui fait de l'opposition intelligente, si vous voulez, qui réfléchit, qui va au-delà, qui fait des propositions, mais aussi qui sait poser le problème là où il le faut. À l'Assemblée nationale depuis une vingtaine d'années, 25 ans. Honorable Christophe Pala, bonjour. Bonjour, Lutundola. Appel. Penapala. Voilà. Ça veut dire quoi? Penapala, c'est les successeurs d'Apala. Parce qu'on parle de tradition, chez les Tétela, chez les Koussou du Menema, si vous entendez appeler quelqu'un Pene, le nom que suit signifie les successeurs de. Vous êtes le successeur de qui? De mon grand-père. Il était qui? Bon, il était notable dans le groupement, pour ne pas dire le village de chef Lutundola. Ah, d'accord. Oui, et il a donné à mon père. Et votre père vous a donné le nom de son chef. Et vous allez donner à votre enfant. Oui, qui s'appelle Lutundola, et tout le monde s'appelle la dynastie. Oui, non, j'aime pas le terme dynastie, ça me plaît pas du tout. Donc, mon père lui a succédé, il s'appelait Lutundola. Penapala. Antoine. Mon père est mort en septembre 94. J'ai pris la succession. Et voilà, donc... d'accord. Vous êtes du G7, en tout cas du G7. Il n'y a qu'un seul G7. Tu en as deux, toi? Non, c'est ce que je dis. Et puis, vous êtes d'Ensemble pour le changement. Ouais. Et d'Ensemble, vous êtes dans la Mouka. Pourquoi vous ne voulez pas que les autres soient porte-parole de l'opposition? Vous voulez que seulement que ce soit Moïse? Pourquoi vous voulez vous accaparer de ce? Mais qui a dit que c'est Moïse qui est porte-parole? On entend, on a suivi Mouyambo à R, ouais. C'est Moïse, on a suivi Kiongwa Kumanda, c'est Moïse. Ouais. Et vous, votre position, c'est quoi? Ça brouille au sein de la Mouka? Je prends le taureau par les cornes. N'est plus de la Mouka, tout le monde le sait. Mais il a dit que pour lui, c'est Katumbi. Mais c'est normal, à partir du moment où vous êtes dans une organisation politique et vous avez un leader et on doit choisir le porte-parole. Je ne dis pas le leader de l'opposition, parce que la loi que j'ai ici ne fait pas du porte-parole une autorité supérieure ou une autorité morale de l'opposition. Je ne parle pas d'autorité morale. Il y a quand même une stature, quand même. Hein? On en viendra à ça. Et c'est normal. Ce serait vraiment illogique et peut-être aussi manquer de conséquences que de souhaiter autre chose que son leader soit porte-parole. Donc, Mouyambo, il est de la AR, qui fait partie d'Ensemble pour les changements dirigé par Moïse Katumbi. Mais moi, je ne peux pas raconter des histoires. Je souhaite, et je crois que ça sera de bon droit, de l'équité, que ce soit Moïse. Comment de bon droit? Oui, c'est pas de la triche, vous qui vous battez dans la Mouka pour la vérité des urnes. Non. Le dernier communiqué à Lubumbashi, vous avez dit que vous allez poursuivre ce combat. Ceux de la Mouka, dynamique de la vérité des urnes, sont clairs. Hein. Ce que vous voulez faire, c'est de la traîtrise. Vous voulez accompagner Félix Tshisekedi. Bon, d'abord, je fais remarquer qu'il faut quand même pas qu'on fasse de l'amalgame. C'est insensé de penser que l'organisation interne de l'opposition, chercher à organiser de l'opposition conformément à la loi, se reconnaître X, Y personne, ça n'a aucun rapport. Deuxième précision, la vérité des urnes, disons l'ancienne dynamique de l'opposition qui s'est transformée en vérité des urnes. Ils sont dans une logique, et j'apprécie ça, je ne leur reproche pas ça. Pour eux,
mon ami de tout le temps, mon frère que j'appelle toujours jumeau, s'il le permet, Martin Fayulu, considère qu'il a été élu, il est chef de l'État, et que par conséquent, il n'est pas dans l'opposition. Aujourd'hui, son combat, c'est qu'on lui permette d'exercer les mandats que le peuple lui a donnés. Quoi de plus normal qu'il puisse dire qu'ils ne sont pas concernés? Ça aurait été mieux, la conséquence. Ça aurait été mieux de dire, nous ne sommes pas dans l'opposition parce que nous avons gagné et donc on ne s'occupe pas des affaires qui ne nous concernent pas. Mais le problème, vous l'avez posé autrement. Quand vous avez parlé de Katumbi. En fait, et je vous ai dit l'autre fois, que nous sommes dans une période où chaque leader politique cherche un espace d'action et un espace, si vous voulez, de leadership. Donc chaque leader fait ça. Et donc, à partir du moment où, à travers une projection, une analyse objective, c'est pour ça que je parlais, ce serait du bon droit, une analyse objective, les autres estiment que probablement, pour ne pas dire que certainement, que Martin a moins de chances de devenir porte-parole de l'opposition, ils attaquent ça. Mais j'ai dit, il faut faire attention de faire les jeux du camp adverse en sémant la zizanie dans l'opposition. Comment s'aimer la zizanie? Je vous en prie. Allez, commençons par le commencement. L'opposition légale n'est la création de personnes en termes d'institution. L'institution opposition politique est prévue à l'article 8 de la Constitution. Elle est régie par toute une loi, la loi organique numéro 07/008 du 5 décembre 2007. Donc, l'existence d'une opposition légale, républicaine comme nous le disons, ne procède pas de la volonté de quelqu'un ou d'un groupe d'individus. Ça procède du prescrit de la Constitution et de la loi. Ça, c'est la première donnée, le premier paramètre contre lequel personne ne peut rien. Ensuite, maintenant, la loi prévoit, en son article 17 et 18, je peux le lire, hein, parce que on ne parle pas de n'importe quelle manière. Pour que ce ne soit pas que vous êtes en train de dire les choses en l'air. Voilà. Sans préjudice de droits dévolus à chaque parti politique ou de groupement politique. L'opposition politique au niveau national est représentée par un porte-parole. Ça, c'est la loi. Donc, une opposition légale en RDC, une opposition politique organisée, institutionnalisée, doit avoir un porte-parole. OK? Et deuxièmement, l'article 19 organise la désignation de l'opposition sans qu'il ne soit nécessairement parlementaire. Le porte-parole de l'opposition politique est désigné par consensus, à défaut, par vote au scrutin majoritaire à 2 tours, dans le mois qui suit l'investiture du gouvernement par les députés nationaux et les sénateurs membres de l'opposition politique déclarés conformément à l'article 3 de la présente loi. On y reviendra. Les députés et les sénateurs de l'opposition politique se réunissent à cet effet sous la facilitation conjointe des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Facilitation à la demande, suivez bien, à la demande écrite de tout groupe parlementaire. Ça, c'est l'Assemblée nationale ou politique. Ça, c'est le Sénat, de l'opposition, selon le cas. C'est la loi. Et je rappelle que au Sénat comme à l'Assemblée nationale, après la validation de pouvoir des députés et sénateurs, il y a la période de choix et tout, ça c'est bouclé, on sait qui est de l'opposition, qui ne l'est pas. Mais en plus de cela, et nécessairement, conformément à l'article 3, merci de faire trop de pédagogie, parce qu'on spécule trop, voici ce que dit l'article 3. Les partis politiques et le regroupement politique dans les assemblées délibérantes, y compris au conseil de secteur, font une déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition politique auprès des bureaux respectifs de l'Assemblée nationale
du Sénat, de l'Assemblée provinciale, des conseils de villes municipales, des secteurs ou des chefferies. C'est ce que nous avons fait déjà à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et aujourd'hui, nous avons 3 groupes parlementaires à l'Assemblée, MSG7, AMK alliés, MLC et ADN, et 2 groupes politiques au Sénat, le groupe Ensemble pour les changements et le groupe MLC et alliés. Donc nous sommes au nombre de 5. Donc, lorsqu'on applique l'article 19, vous comprendrez bien, M. Peter, que chacun de ces 5 groupes a le droit, je dirais mieux, le devoir, parce que nous devons nous organiser, d'écrire à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale et à Monsieur le Président du Sénat pour leur dire, nous sommes prêts, appelez-nous, comme le prévoit l'article 19. De manière que les sénateurs et les députés de l'opposition se mettent d'accord. Encore qu'ils doivent vous appeler aussi les deux là. Hein? Ouais. Si Kabila ne veut pas qu'il vous appelle, ça va tirer en longueur. Non, il faut faire attention. Je sais qu'on a joué beaucoup sur ça pour ne pas avoir le porte-parole. Et malheureusement aussi, parce que ceux qui tous deux sont de Kinga-Kati. Parce que ceux qui étaient dans l'opposition n'arrivaient pas à s'entendre. L'effort que nous faisons maintenant et que nous devons faire, c'est d'arriver à ce que nous mettions d'accord. C'est une facilitation. Je dis bien une facilitation. Et je souhaite que nous ayons un porte-parole plutôt par consensus que par un vote. Vous savez pourquoi? Quelle qu'en soit la transparence, la crédibilité, une élection, surtout à un stade aussi réduit, laisse toujours des traces, des frustrations qu'il faut aplanir si on veut avancer dans un combat politique. Vous préférez le consensus? Moi, je préfère le consensus. Il faut aplanir, aller souder. On peut faire le consensus et faire en sorte que Fayulu soit porte-parole alors. Bon, si on y arrive, il n'y a pas de problème. Je dois être conséquent avec moi-même. Donc, cette facilitation-là, elle est là, mais ça ne peut pas nous empêcher d'amener le consensus. Oui, mais on vous a accusé, voilà. Vous qui avez écrit à l'Assemblée nationale, la dynamique de la vérité, les yeux, on a dit, vous ne pouvez pas saisir l'Assemblée nationale, cette lettre-là, pourquoi, c'était inopportune, et voilà, beaucoup d'éléments ont été, Lissanga Bonga était les mêmes plus loin. Mais Lissanga est de quel... Il est dans la Mouka, Lissanga Bonga. De quel groupe parlementaire? Il est dans la Mouka. Non, mais attendez là, je voulais la loi. La loi ici ne parle pas de la Mouka. Moi, je suis dit Lissanga Bonganga, oui, mais attendez là, qui est dans la Mouka. Non, mais ne faisons pas de débat inutile, Peter. Qui a dit clairement que ce que vous avez fait là, chacun c'est marcher sur le combat de Fayulu. Bon, je ne sais pas ce que ça signifie tout ça. De toute façon, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Et ce qui est bon dans tout ça, c'est qu'il est clair aujourd'hui que tous ceux qui sont autour de Martin, y compris Martin lui-même, et il a dit, c'est vous qui êtes surpris, Martin a déjà dit ça dans une rencontre avec les députés. Il est clair aujourd'hui qu'ils ne sont pas concernés. Et ils sont dans l'existence. Mais pourquoi la dynamique de la vérité des urnes fait des déclarations alors s'ils ne sont pas concernés? Ils sont libres. En disant que vous êtes en train de fouler au pied le combat de la vérité des urnes. Oui, mais attendez. L'engagement pris à Lubumbashi. Je n'aime pas. Vous savez, nous avons fait une déclaration au groupe MSG, c'est parce que. Vous avez fait une déclaration à nous. Et dans votre point 6. Attendez un peu, j'en viens. Vous avez traité d'escrocs politiques. Non, je vois de quoi vous voulez parler. Ils ont parlé que nous sommes des imposteurs. Oui. C'est pas, on a utilisé des termes qui sont clairs. Vous ne pouvez pas dire à Peter, au Congolais, que non, nous, on ne reconnaît pas les institutions. Parce qu'il y a un problème de légitimité. C'est ça la majeure, la prémisse majeure. Ils sont des résistants. De leur raisonnement. Pas d'opposition. Bon, alors, en ce moment-là, soyons conséquents. La première chose, c'est de dire aux 8 députés, je crois qu'ils sont au nombre de 8, qui se réclament de la dynamique de l'opposition, parce qu'il faut faire attention, le regroupement politique reconnu par la loi électorale, ce n'est pas la dynamique vérité des urnes. C'est une association informelle et sans statut. Mais c'est la dynamique de l'opposition qui a présenté une liste. La dynamique de la vérité des urnes, c'est son statut informel. Hein? C'est informel. Ah, d'accord. Et je vous donne le texte légaux. Okay. Vous prenez ici l'article 11 de la loi portant statut de l'opposition. On parle de groupe parlementaire de l'opposition politique. Vous prenez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On parle de groupe parlementaire de l'opposition politique. Vous prenez le règlement intérieur du Sénat. On parle de groupe politique. Vous comprenez? Et donc, on ne parle pas des groupes informels. Non. Donc, ne perdons pas le fil des idées. Donc,
je disais que à partir du moment où ils ont cette position-là, il est clair, je le suppose dans l'esprit, dans la tête de tout le monde, que cette affaire ne concernait pas ceux qui sont au pouvoir. Et vous voyez quelqu'un qui est très conséquent, que son âme repose en paix. Étienne Tshisekedi? Oui, quand il a dit qu'il ne reconnaissait pas Joseph Kabila comme chef de l'État et qu'il ne reconnaissait pas les institutions, rappelez-vous, aux élections de 2011. En 2011, qu'est-ce qu'il a fait? Il a même interdit à ses députés de siéger. Alors, mais pourquoi nous devons avoir à l'Assemblée, dans le groupe parlementaire, à MLC, ADN, pourquoi on doit avoir... Il y a des gens qui siègent de la dynamique. Oui, c'est ça. Et on n'a jamais entendu un quelconque responsable, une quelconque autorité de la dynamique. Est-ce que vous le voyez réellement siéger là-bas ou... Mais oui, je ne veux pas citer le nom de collègues comme si je les exposais à la vindicte populaire. C'est pas correct de ma part. C'est pour cela que vous leur avez traité d'escrocs politiques. Non, c'est pas ça. Vous avez parlé de l'escroquerie de votre... Je vais vous expliquer ça. Dans le point 6. Non, je vais vous expliquer. J'ai lu les documents. Je peux vous lire. Ça ne sert à rien d'insister parce que je n'ai pas nié ça. Ah, d'accord. Bon. Qu'est-ce que c'est que l'escroquerie? C'est utiliser les artifices, les apparences de vérité pour obtenir, dans les cas d'espèce, une adhésion politique, un soutien politique. Faire croire qu'on est honnête, vous comprenez? Et à partir du moment où vous ne dites pas cette vérité aux Congolais, vous ne continuez pas avec la vérité des urnes, parce qu'il y a le terme vérité, qui est inaltérable normalement. Exactement. Vous ne dites pas que, voilà, je vous ai cité le cas du président Tshisekedi, voilà, c'est pour ça que nous tous, on le considère comme un modèle. Alors, comment vous appelez ça? Donnez-moi un terme français qui convient. C'est de l'arnaque, comme vous avez dit? Alors, et on a utilisé dans le texte la duperie. Duperie, c'est quoi? C'est mentir. Attendez, je vais faire comme vous, je vais lire comme vous avez lu tantôt sur le point 6. Oui. Par ailleurs, n'est-ce pas de l'escroquerie politique et de la duperie que d'un côté, nier l'existence des institutions et de l'autre maintenir ses élus au Parlement, ainsi que dans les assemblées provinciales, et exiger la création d'un Conseil national de réforme institutionnelle qui cohabiterait avec les mêmes institutions qu'on conteste. N'y a-t-il plus d'imposture que ce comportement absurde de vouloir une chose et son contraire à la fois? Et l'absurdité, c'est quoi? C'est ce qui est difficile à comprendre. Est-ce que je suis en train de vous expliquer? Donc, on n'a rien inventé. À moins que vous ayez d'autres termes français qui traduisent de mieux cette réalité. Peut-on dire que la Mouka est en train de voler en éclat avec ça? Non, la Mouka ne vole pas en éclat. Il faut faire la part des choses quand même. La Mouka, c'est un regroupement politique privé. Nous parlons de l'opposition politique légale. Et je vous ai lu le texte. Oui. Donc, nous pouvons former une association, nous deux. OK? Comme aujourd'hui, nos amis de la dynamique Vérité des Urnes ont leur association. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas confondre avec l'institutionnel. Nous sommes en train de parler de l'institutionnel. Et donc, ce que nous avons écrit, ce que nous avons dit dans notre lettre, la lettre du MSCG7, n'est pas en dehors de la loi. Écoutez, il y a deux choses. Même dans l'hypothèse de la vérité des urnes, et je vous ai dit l'autre fois que la vérité des urnes, c'est une exigence de transparence qui doit motiver le combat de tous les démocrates congolais, même non déclarés opposants. Je vous ai dit que, et je ne reprochais rien à Martin Fayulu, c'est un créneau qui doit exploiter à fond pour entretenir son espace politique et son leadership. Je ne ferai pas autre chose à sa place. Vous comprenez? Mais il faut qu'on se comprenne. Même dans cette hypothèse-là, est-ce que nous pouvons, nous, dans l'opposition, nous faire l'économie de nous organiser? Est-ce que c'est rationnel? Et la loi nous a donné un créneau. La loi nous donne une opportunité, un cadre, nous organiser. Et le président Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, il veut nous prendre aussi, j'allais dire, dans un piège. Par deux fois, il n'y a pas longtemps aussi, la répété. Il nous attend. Il attend notre organisation. Il attend notre porte-parole. Alors, aujourd'hui, on va dire que Félix Antoine Tshisekedi ne nous a pas facilité la tâche, ou il est patati patata. Non. Prenons le président au mot, je ne cesse de le dire.
Et voyons jusqu'au bout comment ça va se faire. Aussi que de toute et façon... même la population, même quand vous me dites l'amour est en train de voler un éclat, considérons ça. C'est comme s'il n'y a pas de sincérité dans le groupe. Hein? Mais c'est parce que on est resté dans les schémas traditionnels. Est-ce qu'aujourd'hui c'est raisonnable que nous ne puissions pas mettre à profit les créneaux légaux si on se prend au sérieux? C'est ça. Je pose la question à tous les Congolais. Si on se prend au sérieux, nous avons un créneau légal, nous sommes à l'Assemblée nationale. On nous a réduit à une portion congrue. Je ne sais pas si vous avez suivi les travaux d'hier, à la plénière, les commissions qu'on nous a données. Tout ce que le président de la République a voulu qu'il soit fait, rien n'a été fait. Toutes les commissions de contrôle, on n'y est pas. Donc vous n'allez rien faire cette fois-ci alors? Non, on va se battre. On va se battre. Nous allons intervenir au Palais du Peuple, en dehors du Palais du Peuple, dans la communication avec les Congolais. Nous sommes des députés. Nous avons un mandat de représentation, un mandat de communication et un mandat d'action aussi. Nous devons l'assumer. L'assumer parce que nous sommes, et nous devons être, l'opposition particulièrement, porteurs de la République et de ses valeurs. D'accord. Vous comprenez? Et donc, moi je dis à nos amis qui critiquent et tout, ce n'est pas un problème d'intérêt personnel. Évidemment, il doit y avoir un porte-parole, pas deux. Et là, permettez-moi, Peter, nous nous organisons, nous négocions actuellement pour que chaque composant de l'opposition qui s'inscrit dans les cadres de la légalité républicaine, si je dis trouve son compte, ça va choquer une certaine morale, mais trouve un espace d'action, un espace de liberté, un espace de contribution. C'est pour ça que nous sommes en discussion. Voilà, et attendez le résultat. La loi prévoit, à l'article 18, un règlement intérieur. Ok? À l'article 17, l'organisation et le fonctionnement de l'opposition politique. Vous précisez ici que le porte-parole de l'opposition a rang de ministre d'État. Hein? Attendez, ça c'est pas l'essentiel. L'organisation et le fonctionnement de l'opposition politique au niveau national sont fixés par un règlement intérieur adopté par les députés nationaux, les sénateurs et membres de l'opposition politique. D'accord. Ah, vous comprenez? Nous sommes en train de rédiger un règlement intérieur, nous allons l'adopter, dans lequel nous devrions faire des péréquations, des équilibres qui impliquent tout le monde, y compris l'opposition, elle sera parlementaire, parce que cette loi dit clairement que l'opposition est aussi, elle est parlementaire et extra-parlementaire. Donc, sur ce chapitre-là, je voudrais dire 2 ou 3 choses. La première, c'est que nous n'avons pas le droit, nous n'aurons pas raison de ne pas tirer profit de la loi portant statut de l'opposition. La deuxième, ceux qui n'en veulent pas, c'est de leur droit. Donc on ne peut pas leur en vouloir, et aussi ne peuvent pas nous en vouloir. Et 3, nous avons un point d'intersection. Vous le connaissez. C'est lequel? Le point d'intersection. C'est le combat pour l'instauration des régimes démocratiques, d'un état de droit, de la bonne gouvernance et d'un Congo social. Mais vous allez faire ce combat comment si vous êtes divisé? Si les uns on n'est pas divisé. ne comptent que pour la vérité des urnes et les autres ne parlent d'une opposition républicaine. Mais on n'est pas divisé. Vous faites de l'opposition républicaine? C'est quelle opposition aujourd'hui que fait? Mais moi je ne comprends pas. J'ai expliqué ça peut-être 1000 fois. On l'a suivi dans les médias cette semaine, mais les gens reviennent. Il n'y a rien de plus simple que ça, Peter. Je suis en train de vous lire systématiquement la loi. Ce n'est pas par déformation, le fait que je suis juriste, je suis fils de la territoriale, je suis né, j'ai grandi dans l'État, où je suis député. Non. Ou pour, je ne sais pas moi, pour... Non. C'est justement l'opposition républicaine, l'opposition légale, qui agit dans les cadres de loi de la République, qui est une alternative crédible au pouvoir. Une opposition qui ne fait pas l'injure, qui ne fait pas du mépris. Et je vous ai dit que nous devons être porteurs de valeurs de la République. D'accord. Vous comprenez? Donc, c'est un peu comme M. Jourdain, qui fait de la poésie, de la prose, mais qui ne se rend pas compte. Alors, quand tu nous dis, je sais qu'on a déformé là, le concept d'opposition républicaine, parce qu'il y a une frange de la classe politique. On ne veut pas entendre parler de l'opposition républicaine. Mais c'est son droit. Mais c'est pour ça que je parle de M. Jourdain. Quand vous écrivez au gouverneur de la ville pour l'informer que vous allez organiser un meeting, qu'est-ce que vous faites? Vous conformez à la loi, non? N'est-ce pas ça? Quand il y a quelque chose qui vous heurte,
Vous dites non, non, non. Violation des droits de l'homme, violation des libertés fondamentales. Et c'est pas ça, c'est pas conforme. À quoi? À la loi. C'est ça l'opposition républicaine. C'est-à-dire, on ne recourt pas à la violence, on renonce aux armes. On veut faire de la civilisation. On veut faire de l'exemplarité démocratique. Voilà. CLC, votre position par rapport à la marche de CLC, c'est lundi. Je soutiens le CLC. C'est pas parce que je suis chrétien, mais aussi parce que je suis citoyen. Et il ne faut pas quand même pas oublier que moi je suis de la société civile. Demandez à Martin, avec Martin Fayoulou, nous avons commencé. Vous étiez dans la société civile? Oui, nous avons commencé le 16 février. Demandez à Pierre Loubi, tout ça, nous sommes nombreux là. Hein. Donc, nous venons de là et je crois que c'est une action citoyenne. J'entends les gens qui racontent des milliers de choses. Non, ça n'a rien à faire avec la politique. Oui, au sens de la politique, telle que nous la pratiquons, nous. Hein? Mais c'est une démarche citoyenne et qui, par définition, est aussi politique. Même quand on dit l'Église catholique fait de la politique, c'est un non-sens. Un citoyen doit s'intéresser à ce qui se passe. Et puis, quoi de plus normal que les organisations de la société civile, et même nous, les partis politiques, nous devrions faire ça, viennent en appui. D'accord. Viennent en appui au chef de l'État. Il ne faut quand même pas oublier ça. Ils vous ont expliqué, mille et une fois, j'ai suivi Naïwel, j'ai suivi Maître Hervé Diakessé, j'ai suivi. Je le lis. C'est un appel citoyen pour ceux qui disent qu'ils sont des patriotes nationalistes. Voilà. Pour ceux qui pensent qu'on veut combattre l'action de Fachi. Mais vous combattez l'action de Fachi pendant que Fachi lui-même dit battons-nous contre la corruption. Ce sont ceux qui tiennent cette opinion-là qui sont en train de tourner en dérision un engagement noble et fort du président de la République. Et là, ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. On a parlé de la justice. Dis-moi, qu'est-ce que vous êtes des médias. Oui. Qu'est-ce que vous n'entendez pas dire de mauvais contre mes anciens collègues magistrats? Est-ce que j'invente quelque chose? Alors, on se mobilise pour que ça bouge. On ne doit pas rater, on ne va pas rater le coche avec l'arrivée de Félix au pouvoir. Oui, nous avons un enjeu. Vous êtes juriste de formation, le dossier, l'affaire est en justice avec le PG, mais... Pas de confusion. Pourquoi il faut marcher encore, influencer la justice? Ce n'est pas une influence de la justice. On n'influence pas la justice. On soutient, on exhorte. Et c'est pour ça que nous tous, ceux qui sont de vrais citoyens, des hommes sérieux, nous attendons que toute cette demande politique, cette demande sociale, soit capitalisée par les institutions de la République et par le leadership institutionnalisé du président de la République. Ça vous a fait quoi d'entendre le PGR parler de la corruption? Mais alors, attendez, vous me donnez une passe, j'allais oublier de dire ça. Le PSG, après la Cour de cassation, il en a parlé. Et c'est mauvais. Et c'est mauvais que Flori Kabange mobilise aussi. Le président de la République était aux États-Unis, il est revenu en République à Kinshasa, la RDC, République démocratique du Congo. Il vient d'inaugurer la route Bokassa, ensuite lancement Kinbo-Peto. Mais bien avant cela, l'affaire Antonov, où les gens sont tombés. Vous êtes député, peut-être que vous avez suffisamment d'éléments parce que vous avez mandat du peuple. Quelle analyse faites-vous de cette situation où on a vu l'UDPS monter au créneau pour s'attaquer à Joseph Kabila? Est-ce que le Congolais devrait craindre pour l'avenir ou la vie du président de la République aujourd'hui? Une petite phrase. CLC, je demande à tous les Congolais de soutenir le CLC, de s'impliquer dans l'action de CLC. Ça doit être un engagement, une action permanente, un engagement permanent. Ça, c'est parce qu'il ne sert à rien de critiquer tout le temps. Il faut agir. Il n'y a pas un groupe de personnes qui ont le monopole de l'action. Pour faire du bien, nous devons tous nous impliquer. Alors, affaire Antonov, c'est un accident. Je ne banalise pas. Je dis, ça arrive. Malheureusement, peut-être, ça concerne la plus haute autorité de l'État, le président, et c'est normal que tous les Congolais s'en préoccupent. Mais moi, je préfère être froid, serein, et d'attendre ceux qui en ont la spécialité, les connaissants de tout ça. Nous en disent quoi?
Et puis aussi, si je ne m'abuse pas à entendre les spécialistes parler, nous sommes pratiquement le seul pays qui utilise ce type d'avion. Vous savez que chez moi, au Sankourou, ça fait problème. Ça va faire bientôt une année. Il n'y a pas une compagnie régulière de transport des passagers qui part chez nous. Nous avions CAA, ça a interrompu, et ce sont ces Antonov qui partent irrégulièrement. Et je profite de l'occasion pour m'adresser au gouvernement, au ministre des Transports et Communications. Comment une province de la République, avec des citoyens, des institutions provinciales, peut rester sans être desservie, ne fût-ce pas la compagnie nationale Congo Airways. On nous dit qu'il faut un camion anti-incendie, mais ça ne coûte pas des millions. C'est une parenthèse. Donc, je dis que l'affaire d'Antonov, c'est une affaire dramatique. La guerre du corps, oui. Le chauffeur, le blindé du président. Au-delà ce sont des êtres humains, au-delà de l'appartenance à l'institution présidentielle, au service de la présidente de la République. Donc, je demande à ce qu'on ait la sérénité, on ait son sang-froid et qu'on attende, qu'on nous donne des résultats. Le ministre de la Défense parle déjà attendez un peu là. Des conditions météorologiques. Hein. Bon, on attend. Sans avoir trouvé la boîte noire. Je m'en remets à ça. À un certain niveau, on ne s'agite pas. On ne s'agite pas. Donc, sur l'Antonov, c'est cela. Vous avez posé encore des sous-questions en parlant de cela concernant l'accident. Est-ce qu'il y a à craindre? Le président lui-même, quand il était à Bukavu, je crois, ou à Béni-Boutem, il a dit que c'est d'extrêmement important. Il est prêt à mourir pour la sécurité. La sécurité, évidemment, par rapport à ce qui se passe. Mais ce que je retiens, c'est un homme courageux. Il dit qu'il est là pour la cause du pays. On ne peut pas être un chef de l'État, même dans les pays de démocratie plus avancés, et exclure à l'absolu ce genre de choses, et penser qu'on ne pourra jamais quitter ce pays. Et l'Afrique souffre des dictateurs, parce que lorsque, chez les Africains, on arrive au pouvoir, on croit qu'on est invulnérable. On croit que c'est le stade suprême de la jouissance de la vie. Dieu. On devient Dieu et on commence à faire n'importe quoi. Et donc, moi, je dis que Félix Antoine Tshisekedi n'a pas peur de tout ça. Il doit garder sa tête froide, sa sérénité, parce que le travail à faire, il est vraiment... Il va réussir ou il va échouer? Il doit réussir, il est condamné. Il y va de son avenir comme homme politique, mais il y va aussi de l'avenir de son parti. Je ne mens pas. On n'accepte pas les responsabilités de ces gens et se dire qu'on va échouer. Budget, on est en train de revoir ce budget à 10 milliards au lieu de 7 milliards avant. Et dans le budget, on sait aujourd'hui que le chef de l'État a lancé quelque chose qui fait jaser la gratuité de l'enseignement. On en a parlé une fois ici avec vous, mais on va évoluer aujourd'hui. Par rapport à la position de la Banque mondiale, prêt à financer 5 milliards en 5 ans pour cette gratuité d'enseignement. Mais lorsqu'on suit les responsables de la Banque mondiale, surtout que je suivi avec mon confrère Christian Lussakweno, pour qui je fais chapeau bas pour ce grand travail qu'il fait, je suis quand même assez dubitatif par rapport à ses propos. C'est encore un projet. Il dit même qu'il ne faudrait pas vendre la peau de l'os avant de l'avoir abattu. Il est pas très... Voilà, ça craint. L'argent, c'est encore un projet. Il faut encore que le FMI valide. Voilà, on est encore dans le projet. Comment lorsque vous avez suivi le responsable de la Banque mondiale et par rapport à, par exemple, le financement de 5 milliards, comment vous analysez la situation? Le budget, bon, on ne parle de 10 milliards. Pourquoi pas 20, pourquoi pas 100? Bon, on peut me donner le chiffre comme on veut. Hein. Le vrai problème chez nous, c'est la confiance. Nous devons reconnaître que le peuple congolais n'a plus confiance en ses dirigeants. Tout le monde doute de tout. Parce qu'on a déjà entendu ce genre de choses. Hein. Nous sommes partis de 9 milliards à 4 milliards, on remonte à 10 milliards. Bon, nous allons en parler en temps voulu. Bon, par rapport à la gratuité, moi je considère que c'est une deuxième chance qui est offerte dans ce secteur-là. La mise en œuvre de l'article 43 de la Constitution. C'est une exigence légale. C'est un élément contraignant du programme du gouvernement parce que ça vient de la loi. Et Matata Pogno a essayé quelque chose parce que jusqu'à maintenant, je crois qu'on a appliqué partiellement et à l'intérieur, il restait Kinshasa et le Katanga, si je ne m'abuse.
Et je sais, comme député de l'Intérieur, qu'effectivement, il y a une zone importante de contribution obligatoire, contraignante, des parents. Cette zone-là a été écartée. Il est resté la contribution des parents pour soutenir les enseignants, notamment dans les écoles où il y a beaucoup d'impayements. Maintenant, ça s'est tassé. On n'est plus revenu sur le dossier. On a continué sur la lancée des Matata Ponyo. Félix Tshisekedi arrive, il en a parlé dans sa campagne. Maintenant, il en fait un point d'honneur, un point de préoccupation majeur. Tant mieux. Et c'est bien pour lui. Et c'est bien aussi pour le Congolais. Il faut l'encourager. Mais moi, là où j'ai un problème, c'est à ces niveaux. Il ne faut pas que le Congolais pense, ou qu'on leur fasse croire que ça va bien, qu'il y a de l'argent, qu'on peut dormir tranquillement, ça va tomber. Ça, il faut éviter ça. Deuxièmement, il ne faut pas que le chef de l'État se trouve contrarié dans son choix, dans ce choix majeur. C'est-à-dire, en fait, il est arrivé, il a trouvé un État donné de notre économie des finances, parce que vous savez, quand on succède à quelqu'un, on prend sur soi, on prend en charge son bilan, quel qu'il ait été. Évidemment, on prépare son bilan pour celui qui viendra après soi. Donc, il ne faut pas que le président soit pris dans un piège. Il ne faut pas qu'on l'accule aux cordes, comme on dit en boxe, où se trouve dans la situation où, bon, j'ai déjà dit, si je n'avance pas, on va dire que j'ai menti, et l'effet de boomerang, il sera fatal pour lui et pour nous tous. Il faut toujours, dans un problème, dans un dossier comme celui-là, avoir les sens de réalité, être responsable aussi. Je ne dis pas que ceux qui soutiennent Hiketununku, la totalité de la gratuité, ne déraisonnent pas. Je ne dis pas qu'ils déraisonnent plutôt, ou qu'ils sont des irresponsables. Non. Vous savez, le problème de la gratuité, c'est une question complexe, à haute sensibilité politique et sociale. Et donc, il faut faire extrêmement attention. Vous avez parlé de l'interview de Christian Ousakone avec Jean-Christophe Carré. Ouais. Je l'ai suivi plusieurs fois. Écoute, chapeau à Christian, c'est vraiment professionnel ça. Qu'est-ce que je tire de cette interview? Ça me conforte dans ma conviction qu'il faut aller vers la gratuité, ça ne se discute plus, il y a une nouvelle impulsion. Et j'ai toujours dit, je préfère féliciter le président à la fin du processus que de lui dire tout le temps, oui, monsieur le président, c'est très bien, il ne faut pas écouter, il ne faut pas reculer. Et je propose, ce qu'il a dit là, quels sont les chiffres? Parlons chiffres. D'accord. De la réunion qui a eu lieu, je ne sais pas comment on a appelé, avec les parents et tout. Ouais. Oui, c'est 2,7 milliards. 2,7 milliards, c'est à peu près 233 millions par mois. 2,7 milliards par an de dollars américains, cela s'entend. 233 millions de dollars par mois. Par mois. L'argent, il est. Le gouvernement va nous faire des propositions à l'Assemblée. J'attends qu'on nous amène ça. J'ai appris du ministère de l'EPSP qu'on compte récupérer 900 milliards de francs congolais l'an. C'est de l'argent qui sortait destiné au paiement des enseignants. Il y a des enseignants, certains enseignants qu'on ne voyait pas, j'allais dire fictifs. C'est le concept en vogue. Et si vous prenez 900 milliards, j'ai fait des petits calculs, ça vous donne grosso modo 529 millions l'an. Si vous défarquez 529 millions de 2,7 milliards, il vous reste à peu près 1,171 milliard à financer. Monsieur Carré nous a dit que les milliards qu'on attend de la Banque mondiale, ce n'est pas seulement pour l'enseignement, c'est aussi pour la santé. C'est aussi pour les routes. Les routes et ainsi de suite. Les hôpitaux. Et il dit qu'il faut attendre le conseil d'administration. Il dit qu'il n'y a pas de conditions au sens à prendre ou à laisser ou de conditions politiques. Mais il y a des préalables normaux. Ce n'est pas l'argent qui est là
Qu'on vous donne directement? Non, non. D'abord, on doit les procédurer. Il faut non seulement les procédures, il faut préparer le cadre. Et il revient au FMI, parce que la Banque mondiale travaille avec le FMI. J'ai cru entendre que le programme avec le FMI, c'est après pratiquement 3 trimestres, tout compte fait, c'est pas avant juillet, août de l'année prochaine. Il faut intégrer tous ces paramètres. Les ressources de l'État, c'est quoi? C'est la fiscalité et la parafiscalité. C'est les revenus domaniaux. C'est pas grand-chose. Ce sont les emprunts intérieurs et extérieurs. Vous comprenez? Grosso modo, c'est ça. L'État n'est pas un commerçant. C'est ce que lui donnent les contribuables. Et aujourd'hui, notre ardoise qu'on veut nous proposer, c'est 10 milliards. La capacité de recouvrement habituelle des assignations en termes de recettes, des assignations légales, ne dépasse jamais 60%. Donc si vous prenez 10 milliards, 60%, vous faites 6 milliards. 6 milliards. Si vous défalquez 2 milliards 8, ça vous reste à peu près 3 milliards, 4 milliards poussière. 4 milliards 2. Ça, c'est pour tous les secteurs publics, pas seulement pour l'enseignement. Vous comprenez? Et M. Carré dit que le milliard, tout n'est pas gratuit. Il y a une partie prêt, mais à des taux concessionnels. Vous comprenez? Et donc, quand vous mettez tout cela, ça revient à une chose. Oui, battons-nous pour avoir quelque chose de l'extérieur. Et là aussi, j'allais oublier. Si vous regardez, vous analysez tous nos budgets, les rapports de la Cour de compte, la loi de reddition de compte, il n'y a jamais une seule fois où les dans la balance de paiement, ou l'appui budgétaire, ou toute autre facilité financière internationale, où tout cela a été débloqué à plus de 20-30%. En tout cas, si ça arrive à 40%, c'est une chance extraordinaire, c'est une période rose. Donc, moi je crois, après toutes les explications que j'essaie de vous donner, nous pouvons faire ceci. D'accord. Appliquer la gratuité partiellement, pilier par pilier, pour une période qui peut être de 2 ans seulement ou de 4 ans. Mais le danger de cette approche, si on y prend garde, c'est que ça va enfoncer davantage le déficit budgétaire, ça peut faire dérailler toute la machine financière de l'État. Vous comprenez? Donc, le point de jonction, le point d'intersection, le compromis, c'est à la fois maintenir les sérieux budgétaires et essayer de résoudre graduellement, de rencontrer graduellement la demande sociale, notamment dans le domaine de l'éducation. Voilà ce que moi je propose. On m'a diabolisé sur Twitter, on a injurié, on m'a dit, il faut être responsable, il ne faut pas acculer le président, le mettre dans ce piège où il n'a aucune ouverture, parce que ça ne va pas marcher comme on le croit. Ça ne va pas marcher comme on le croit. Non, le gouvernement a sorti ce mois 41 milliards de dollars pour l'enseignement. 41 milliards de dollars, c'est 24 millions. 41 milliards de francs congolais. J'ai calculé, ça vous fait 24 millions. Or, nous avons dit ici que par mois, il nous faut 333 millions. Voilà. Donc, il faut accompagner, il faut une transition dans la gratuité. Et il y a une dame, j'étais dans une émission sur votre consoeur comme chaîne de télévision, Télé 50, une dame qui proposait des états généraux pour la gratuité. Vous allez aussi là-bas souvent? Okay. Non, c'était extraordinaire. Après plus de... C'est une bonne chose. Après plus de 4-5 ans, c'est mon confrère Jean-Marie Kassamba. J'ai été invité par madame qui est la chargée des missions au délégué général adjointe. Je l'ai félicité. C'est bien. J'espère qu'il n'a pas eu de problème chez lui. Il faut partir souvent partout chez tous les confrères. Donc voilà le schéma que moi je propose et qui permet de faire de la gratuité une réalité. On a compris. Il nous reste au moins 10 minutes. Oui. Question directe, réponse directe. Vous avez fait une proposition sur la CENI. Oui. Aujourd'hui, il semble qu'il y a le Manon serait pressenti pour un remplacement de Corneille Nangaa. Comment aujourd'hui on remplace le président de la CENI? Écoutez, c'est des questions directes. Hein? Oui, direct, je ne vais pas qu'on aille dans les détails. Non, on a déjà moi, fait toute une émission. Je crois pas que le Manou est candidat. Spéculation. La spéculation, parce que. Comment on devient président de la CENI? C'est très flagrant. Dans la législation actuelle, c'est la société civile qui nous propose, je n'apprends rien. C'est la société civile qui propose. Oui, mais moi je ne suis pas. Validé par. C'est pas de validation. La société civile
qui propose. C'est quelle et société puis, civile qui propose? allez poser la question. Si on se base sur ce qu'on a vécu depuis ces 3 rendez-vous électoraux, Oui. il y a eu un prêtre catholique, Un et pasteur. puis, un pasteur, Et et puis puis le prêtre catholique un n'est pas diacre. venu de l'église. C'est pas si le diacre a été remplacé par le laïc proposé par les protestants. Voilà. Donc moi, c'est pas ça mon problème. Est-ce qu'on ne peut pas donner l'église catholique de nous désigner quelqu'un? C'est pas faisable Non, comme non, ça. non, non, il faut pas raisonner comme ça. Ça, Ça, c'est c'est vraiment, c'est biaisé. Non, moi, j'ai fait une proposition dans ma loi. Le président de la CENI, j'ai maintenu le principe qu'il soit proposé par la société civile. Quelle société civile? Mais la société civile, telle qu'elle existe, avec ses défauts et ses qualités. Mais elle est diversifiée. Mais c'est pour ça que je parle de Elle est défauts. proche de la majorité, proche de Mais c'est pour ça l'opposition. que je parle de défauts proche et de la qualités. vérité des urnes. Vous faites que me compléter. Et voilà. Donc le président de la CENI, c'est pas n'importe qui. J'ai dit toujours, il tient des grenades, il tient des lance-roquettes. S'il il fait sauter la baraque, il fait sauter la baraque. Voilà. D'accord. On en est où avec le parti de Moïse Katumbi? Nous sommes en préparation. Il n'y a pas péril dans la demeure, dans le sens de dire oui, il faut demain, il faut après-demain. Il faut bien réfléchir. Si on veut être sérieux, si on veut gagner demain, avec toutes les configurations. Le méga parti autour de Moïse Katumbi. Avec toutes les considérations, les configurations politiques, société civile, sociologique et tout, il faut bien se préparer, il faut bien réfléchir. J'ai confiance en l'avenir et j'ai confiance en Moïse Katumbi, à tous mes collègues qui ont en charge ce dossier. Dernière question. Oui. Lorsqu'on fait de l'opposition, on est obligé de voir son adversaire échouer, même quand il fait quelque chose de bien pour le peuple. Ou est-ce que l'opposition veut dire qu'on peut aussi saluer Caprici, comme Félix est là? L'échec de Félix, c'est directement la réussite de l'opposition, ou est-ce qu'on peut aussi soutenir Félix? Félix? Une question directe, dans tout ce qu'on a dit. Comment vous m'avez jugé par rapport à votre jugement? Voilà la question que vous me posez. C'est malheureusement moi qui pose des questions pour vous répondre. Parce que ça m'étonne qu'on ait fait pratiquement 1 heure et vous revenez à cette question. Merci beaucoup. Je vous réserve une question prochainement qui est venue, mais on est largement... Ça ne finit pas. Ça finit pas, surtout avec vous qui pendez, ça nous donne des questions. Mais bon, Dieu aidant, c'est pas la dernière fois. Merci d'avoir répondu affirmativement à notre invitation. Merci beaucoup. Les temps passent vite avec vous. On espère avec que... vous aussi. On espère que les téléspectateurs ont trouvé leur compte sur les questions qu'on a évoquées ici. CENI, porte-parole de l'opposition, CLC, crash au budget. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée. À lui seul, aucun dirigeant ne peut sauver une démocratie. Mais sans un dirigeant digne de confiance, aucune démocratie ne peut être sauvée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.